safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon cachet de Les pêche marchés de d'Abril Provence de Nico. Gilbert Bécaud, puisque je le rappelle, nous sommes à Aubagne en direct du tabac du pain vert, 19 avenue Roger Salingro. Ça se remplit et vous êtes évidemment les bienvenus pour venir parler au micro de Des Vraies Voix font parler la France de Sud Radio. Ah bah tiens, nous ont rejoint des auditeurs fidèles, ils sont venus notamment de Marseille. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Ah, faut parler dans le micro, sinon ça va pas. Bonsoir. Ah bah merci d'être venu. Marseille 9e arrondissement, c'est ça? Exactement, à Sormiou. À Sormiou, on va en parler un peu tout à l'heure. On a Marseille 5e arrondissement. Bon, c'est pas très loin, vous êtes venu. Bonsoir Jacques. Bonsoir, merci pour votre invitation. Marseille, Chave. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Et on a également Johan qui vient de Malmort. Alors là, c'est un peu plus vers le nord. Enfin, le nord des Bouches-du-Rhône, c'est quand même le sud. Hein. On reste en dessous à Avignon, on est bon. D'accord, ok. Le Bonsoir, nord Philippe. commence en Avignon, c'est ça? Oui, pour un sudiste, oui. Oui, alors que pour un Toulousain, le nord commence à Montauban. Chacun ses références géographiques. Et on a notre hôte qui nous reçoit délicieusement bien, Frédéric Pourchier, gérant du tabac du pain vert à Aubagne. Alors Frédéric, ça va? Bonsoir, oui, très bien. Très Ces bien. 2 premières heures vous ont convenu dans votre ça se passe tabac? excellemment, non, c'est très bien. Alors, on va parler de tout, tous les sujets qui vous concernent. D'ailleurs, si vous voulez réagir, vous pouvez bien évidemment appeler le 0826 300 300, que vous soyez d'Aubagne, des Bouches-du-Rhône, de la région sud ou d'ailleurs. Et il y a un sujet dont vous, en tant que buraliste, vous voulez absolument parler, Frédéric, c'est la contrebande. Parce que c'est grave en France, mais il paraît qu'à Marseille, c'est quasi pire qu'ailleurs. Pourquoi ? Alors, je vais profiter, je vais faire un peu comme vous, je vais prendre mon coup de gueule. Ah bah allez-y. Et mon coup de gueule, ça Je sera n'ai pas posé de droit d'auteur, donc vous pouvez y aller. Ça va, c'est alors, totalement donc, je libre de prendrai droit. le coup de gueule et le coup de cœur. Ah bah parfait. Alors, pour le coup de gueule, oui, c'est la contrebande. Et alors, Marseille est extrêmement touché, mais il faut être honnête, c'est en train de partir absolument sur toute la France. Donc pour Marseille, ben, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, quoi. Il y a énormément de baisse. La contrebande est quasiment de partout. Alors tant que c'était à la limite du transfrontalier, c'était au pire des vraies cigarettes. Mais ce qui est en train de toucher, c'est carrément des fausses cigarettes où on se rend compte qu'il y a absolument de tout, quoi. De la mort au rat, Ah oui, les fausses cigarettes sont pleines de merde. Voilà. Donc au niveau santé, pour ce qui est santé, c'est un peu limite. Et au niveau financier, l'État perd des milliards. Voilà, l'année dernière, c'est à peu près 4,3 milliards de perdus. Ah bah c'est énorme. De taxes et compagnie. Donc voilà, moi, ça sera vraiment mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est il faut arrêter ça. À un moment ou un autre, on est en train de tuer tout le marché, y compris les débitants, et en particulier les petits débitants, ceux qui font notre maillage. Tous les petits villages, là où il ne reste plus rien, ni poste, ni machin, par un débitant qui fait tout. Alors, moi, il y a une question que je voudrais vous poser. Je connais un petit peu Marseille. Il y a quelques années, quand j'allais du Courlieutaux au Vieux-Port, vous voyez à peu près où c'est, je traversais un coin qui s'appelait Noailles, il me semble, c'est ça? Oui, C'est le par là. marché Noailles, oui. Et là, je comprenais pas parce qu'il y avait carrément les étals avec toutes les marques de cigarettes. Alors, il avait écrit, je sais pas, en polonais, en espagnol, en serbe, en portugais, en ce que vous voulez, qui étaient posés sur les étals, mais comme, je sais pas moi, des haricots, des pommes de terre ou des carottes. Et je voyais les forces de l'ordre passer et personne ne disait rien. Est-ce que c'est encore le cas ou pas? Pour ce qui est de Marseille, les marchés, oui, c'est encore le cas. C'est plus caché, c'est quand même un peu plus caché. Des efforts ont été faits dans notre ville. Marseille, ben, écoutez, il ne faut pas parler de politique, donc on ne parlera pas du maire, mais voilà, les choses font ou ne font pas. Ça dépend aussi beaucoup du maire. Moi, il faut avouer que sur Aubagne, on a été à peu près suivi au niveau des alimentations pour les fermer, etc. Donc là-dessus, la police tourne, donc je ne vais pas me plaindre, même s'il y en a. Hein, de toute manière, c'est devenu... En fait, ce qui se passe, c'est que le monopole du tabac, maintenant, il est dans la rue. Oui, c'est plus du tout, voilà. Là, on a parlé de Marseille parce que c'est une grosse ville et que moi, ça m'avait beaucoup choqué il y a 20 ans. Oui. Et c'est toujours le cas. Mais il y a 20 ans, on était les seuls.
Maintenant, nous, ça a augmenté, mais tous les autres pays, toutes les autres villes subissent. Alors, on me donne un chiffre en même temps, si mon téléphone veut bien remarcher, c'est que selon le bilan annuel des douanes 2024, les cigarettes de contrefaçon représentent 19% des cigarettes saisies, soit 8,5 fois plus qu'en 2020. Alors c'est complètement fou. Ce constat place la France en tête des pays d'Europe touchés par ce fléau, représentant près de 50% de la contrefaçon de cigarettes au sein de l'Union européenne. On est vraiment les bonnets d'âne ? Non, faut être optimiste. On est les meilleurs. Mais pas où il faut. Comme d'habitude. Je veux dire, ça c'est la France. Vous êtes d'accord avec ça ? Tiens, Jacques, vous voulez réagir ? Vous connaissez bien, par exemple, ce quartier, mais c'est pas... Alors, je m'y rends très souvent pour faire quelques courses, pour prendre un café sur le port. Alors, Philippe, vous disiez tout à l'heure qu'il y a quelques années, il y avait des vendeurs de cigarettes. Voilà. Eh bien, rien n'a changé. Rien n'a changé. Si ce n'est qu'avant, il y avait des vendeurs de cigarettes sans caméra, et maintenant, il y a des vendeurs de cigarettes sous les caméras, et à côté de la police qui tourne et qui les regarde ou qui joue au Game Boy dans le fourgon. Bon, alors, je veux pas imputer les policiers, c'est peut-être pas de leur faute, on leur donne peut-être pas les ordres pour intervenir, mais il y a toujours une dizaine de vendeurs à proximité du bureau de tabac qui doit être très content parce que lui, il paye des impôts. Et il vend moins de cigarettes. C'est hallucinant. Johan veut réagir. Moi, c'était plus une question, parce que vous êtes au plus près du marché. Est-ce que, puisque Philippe a dit c'est surtout depuis 2020, est-ce que ça a augmenté depuis 2020 mais ça existait depuis des années. Oui, la contrebande de cigarettes, ça existe. Je me souviens pareil aussi quand j'étais petit, j'habitais pas très loin de Noailles et je le voyais aussi. Mais c'était la question, c'est aussi depuis 2020 qu'on a le prix du paquet de cigarettes qui a fortement augmenté aussi. Oui, c'est clair. Mais on pousse en fait, on ne pousse pas les gens à ne pas fumer, on pousse les gens à prendre la marchandise qui n'est pas bonne. Le souci, il est là. Voilà. L'augmentation de prix, la différence de prix, vous avez des prix en Espagne, c'est dans les 6 euros, nous on est à 13 euros. Il y a un moment ou un autre, la santé, je veux bien, c'est vrai qu'il faut y faire. C'est vrai que c'est important. Maintenant, là, on part à l'inverse. Quand vous êtes en train de pousser les gens à se suicider, à prendre n'importe quoi, parce que c'est une question de prix. Un fumeur, il n'a pas nécessairement l'argent. Tout le monde est en train de morfler, parce que si on parle financièrement, oui. Tout le monde, qui que ce soit, quelles que soient les couches, voilà, qu'est-ce que ce soit, même un non-fumeur, tout le monde ne s'en sort plus. Donc là, c'est clair qu'on pousse des gens, puisqu'il est fumeur, à aller sur des marchés qui sont non seulement illégaux, mais en plus tenus par des mafias. Voilà. Je veux dire, c'est au même niveau que la drogue. Hein. Jean-Pierre veut réagir. Oui, juste quelques mots. Effectivement, vous êtes Marseillais en plus. Je suis Marseillais depuis, j'ose pas dire depuis combien de temps. Oui, il y a prescription là. En fait, moi j'ai toujours vu ça, aussi loin que je me souvienne, puisque j'allais acheter du poisson sur ce marché-là, et du vrai poisson, voilà, et pas une sardine qui avait bouché le port, bien sûr, c'est bien connu à Marseille. Je la sentais arriver. Mais effectivement, ça empire, et moi je voudrais faire un pas de côté par rapport au débat que nous avons, mais c'est juste pour poser le débat autrement. Si on fait une assimilation avec le marché de la drogue, on n'arrête pas de dire qu'il faut légaliser, comme ça fera rentrer des taxes. Je laisse ça à la pure réflexion des uns et des autres, parce qu'on voit bien que là il y a des tabacs, c'est légal, ça crée des taxes, et puis finalement il y a du commerce illégal quand même. Alors il y a une question que je voudrais poser à Frédéric Pourchet qui nous a dit une chose très juste. C'est 4 milliards d'euros, c'est ça ? C'est cela, oui. 4 milliards d'euros, je vous fais un truc de tête, c'est le budget de l'ADEME, l'Agence de défense de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, non mais il y a une question que je me pose. L'État perd 4 milliards. C'est une somme considérable. Les gens vendent à la sauvette, mais c'est même pas à la sauvette, ils posent leur étal, et vous dites les forces de l'ordre n'en font rien. Vous qui êtes buraliste, vous connaissez les gens du syndicat des buralistes, la confédération des buralistes, c'est avec elle qu'on est ici. Je pense qu'ils doivent dire au pouvoir public, mais pourquoi est-ce que vous ne faites rien ? Et qu'est-ce qu'on leur répond dans ces cas-là ? Parce que là, je trouve ça surréaliste. Alors, pour ce qui est des douanes, par exemple, les douanes au niveau de Marseille, il y a un nouveau directeur là, qui est très bien. C'est pas d'ailleurs pour ça qu'il y a une forte augmentation, puisque le marché y était toujours. Mais maintenant, on va saisir. Il y a beaucoup plus de recherche, voilà, il y a beaucoup plus de saisies, il y a beaucoup plus. On n'a pas eu tout à se plaindre. Les douanes d'Aix aussi, donc là, au niveau des douanes, on n'en a pas de soucis. Maintenant, il faut qu'ils aient le pouvoir et les personnes. Donc, peut-être qu'avec du personnel, ils s'en sortiraient mieux. Pour ce qui est de la police municipale sur Marseille même, ça dépend de la mairie.
Voilà, donc on peut pas, on le sait, on s'en plaint, la Confédération est le premier à se plaindre dessus. On a demandé, on a écrit plusieurs fois au maire de Marseille pour être reçu. Bon, c'est des fins de non-recevoir. Donc voilà, pour ce qui est des municipales, ils n'ont peut-être pas le pouvoir aussi, le souci il est là. Et puis, excusez-moi, mais là, ça c'est du régalien. Hein. Les douanes, la police, c'est pas du municipal. Et puis les 4 milliards de pertes, c'est pas pour les 4 le conseil départemental ou le conseil régional, c'est pour l'État. Mais je vais même vous dire 4 milliards, c'est le minimum, parce qu'on prend que 20%, mais on prend pas 20%. Lorsqu'il y a eu le Covid, tout le monde était fermé. Oui. L'augmentation des cigarettes, ça a été 30% de vente. Oui. L'augmentation sur la France, c'est 30% de vente. Vous rajoutez à ça maintenant les cigarettes de contrebande qui sont fabriquées dans des usines un peu d'un côté de l'autre. Des usines qui appartiennent à des mafias, notamment, on en a parlé. Oui. Et celles où justement il y a n'importe quoi, on est facilement dans les 35 voire 40% de contrebande. Sans aller chercher plus. C'est donc beaucoup plus que les 20% qu'on annonce. Le chiffre le plus gros qui est donné, alors je vais vous parler à la Marseillaise, pour nous, c'est quasiment dans les 9 milliards qui disparaissent. 9 milliards, voilà. C'est colossal. Là. Oui, non, mais c'est des sommes. Alors, c'est pas en plus le souci, je veux dire, c'est que c'est pas non plus sur le tabac, c'est surtout qu'on est en train de perdre. Voilà, il y a le tabac, mais il y a aussi toutes les entreprises qui exportent, qui se font ruiner parce que l'énergie est trop chère. La France est en train de suicider tous ses commerçants et toutes ses entreprises. Voilà. Ou ses employés, tout le monde. Voilà, pour moi, on part sur du suicide. Eh bien, écoutez, on va continuer à en parler dans quelques instants. On fait une courte pause. Tiens, vous voulez réagir avec nos amis d'Aubagne, de Marseille, de Malmort, d'un peu partout qui sont avec nous. Il y a toujours le même numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David. Et nous sommes en direct d'Aubagne, depuis le tabac du Pain Vert, où Frédéric Porcher nous reçoit royalement, où ça veut vraiment beaucoup débattre. Vous voulez participer au débat, c'est le 0826 300 300. On a parlé de la contrebande à quelques jours des municipales, mais il y a une chose qui vous touche beaucoup, Jean-Pierre, et vous avez décidé d'en parler bien près de la bouche, c'est la désertification des centres-villes. Et vous, ces dernières années, vous avez vécu dans une très grande ville, Marseille, et une ville, on va dire moyenne grande, 40-45 000 habitants je crois, qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle La Ciotat. On vous écoute. Tout à fait. Eh bien, dans les deux cas sont pas tout à fait comparables, mais disons que lorsqu'il y a la possibilité de stationner pour pas cher, voire gratuitement, curieusement, il y a des commerces. Lorsqu'on peut arriver, se poser, faire ses courses, déposer ses enfants quelque part calmement, tranquillement, sans être verbalisé tous les 5 minutes, curieusement les commerces fonctionnent. Eh bien vous prenez ça, vous faites l'équation inverse, vous allez dans le centre-ville de Marseille, vous n'y accédez pas, les parkings sont à 5 € de l'heure, donc ça coûte aussi cher de faire ses courses que de stationner. Donc les commerçants ferment, les fréquentations sont mauvaises, l'accès est pas bon, et qu'est-ce qu'on a fait par-dessus le marché ? On a créé à proximité, et notre commerçant d'Aubagne est bien placé pour le savoir, des centres commerciaux énormes qui attirent comme des aimants tous les gens qui allaient auparavant dans les centres-villes. Donc on a sorti 3 armes de destruction massive contre les centres-villes, et aujourd'hui on se plaint du fait que les centres-villes, il faille les réaménager, les reconditionner, les rénover et investir des milliards. Alors qu'en fait on a fait le contraire peut-être de ce qu'il aurait fallu faire. Et il y a une chose à faire. Une chose, si on veut commencer par une chose simple, c'est baisser le prix des stationnements dans les centres-villes pour faire revenir les automobilistes un petit peu dans les centres-villes. Je suis à contre-courant de tout ce qui se dit, mais vraiment, pour moi, c'est le nerf de la guerre. On ne va pas faire ses courses en transport en commun. Ah bon, on parle de tout. Johan, oui, et puis tu vas répondre à Jean-Pierre. Oui, et puis même pour compléter, il parlait de places de stationnement qui sont hors de prix. Quand le stationnement et l'accès à la circulation des véhicules est autorisé, parce que tu as de plus en plus aussi de centres-villes où l'accès est uniquement piéton, comme les ZFE, effectivement, et où tu n'as pas le droit d'aller en voiture. Et où effectivement ça devient de plus en plus compliqué d'avoir du commerce, d'avoir aussi du commerce de proximité, ça devient vraiment compliqué. Tu parlais tout à l'heure de gros centres commerciaux, mais on se rend compte aussi, alors je connais bien Marseille, mais c'est quelque chose aussi que j'ai pu observer, que toutes les petites boutiques un petit peu artisanales, ou en tout cas toutes les boutiques qui ne font pas partie d'une grosse chaîne de magasins parce que ne peuvent pas se
payer le loyer. Tu as une question aussi de loyer, des qui prix est très aussi, cher dans les qui centres-villes. sont excessivement chers. Et dans toutes les grandes villes, hein, de oui. Paris à Toulouse, à Bien sûr. Strasbourg, à Brest, à Bordeaux, partout. Hein. Oui, vous avez une augmentation des loyers, notamment sur les 10 dernières années, alors concernant le sud, mais je suis persuadé qu'il concerne aussi d'autres villes, où les centres-villes ont complètement explosé et où les petits commerçants n'ont plus la possibilité de pouvoir payer le loyer, et du coup ce sont des grosses chaînes qui viennent s'implanter quand elles ne vont pas effectivement partir sur des centres commerciaux. Ou parfois qui vont pas bien, on en parle notamment, on a parlé tout à l'heure dans l'info en plus d'Alinéa à Aubagne qui ne va pas très bien. Oui. Il y a des grosses notamment. enseignes. Quand on voit le nombre qui ont fermé, IKKS, San Marina, etc. Dans une large mesure, la grande distribution va mal, au sens général du terme. C'est-à-dire les gros supermarchés, les grosses enseignes vont mal, aussi par l'effet Internet. On va dévier du sujet. Mais il est vrai qu'il n'y a pas effectivement cette politique-là qui a été menée, notamment due à la circulation, à l'accès piéton ou à ce genre de choses. On fait que les centres-villes sont effectivement de plus en plus déserts, et c'est triste, ça rend des zones vraiment tristes. Jacques de Marseille, même constat, les centres-villes à La Ciotat, mais c'est un peu partout en France. Hein. Oui, merci. Bon, chaque médaille a son revers, et les zones piétonnes, effectivement, ont pénalisé la circulation des véhicules, mais elles ont du bon. Il faut reconnaître que les zones piétonnes, ça permet aussi de lutter contre la pollution, et ça permet aux gens qui n'ont pas de véhicule de se promener tranquillement dans Marseille. Donc, c'est assez difficile de contenter tout le monde. Simplement, où je rejoins mes deux collègues là, c'est que les places de parking sont très chères, on en supprime de plus en plus, donc là où on pourrait se garer, ça devient d'une part très cher et d'autre part très difficile parce qu'ils suppriment de plus en plus de places de parking. Après, autre parcours du combattant, vous vous rendez à l'horodateur, et tout le monde a vécu cette situation. Vous commencez à bidouiller l'horodateur, il marche pas, il vous renvoie à l'autre horodateur qui lui non plus ne marche pas. Et pendant ce temps, la voiture passe, vous met des prunes, donc vous devez écrire que vous vous êtes déplacé 3 ou 4 fois pour trouver un horodateur qui marche. Il faut faire un parcours du combattant pour se faire rembourser. Donc ces horodateurs, ces pompes à fric ne sont pas entretenus, et je me demande même s'ils ne font pas exprès de ne pas les entretenir. Comme ça, ils économisent le personnel de maintenance et ils mettent un peu plus de prunes aux usagers. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour mon ami et collègue Frédéric Brindel de Sud Radio, que vous retrouvez avec Thomas Binet tous les week-ends. Ce que vous lui racontez est arrivé à quelques centaines de mètres de Sud Radio, l'autoradateur marchait pas et il s'est pris une prune par la mitrailleuse APV. On t'embrasse Frédéric. Frédéric, justement, pas Brindel, mais Frédéric Pourgier, notre hôte, ça compte, ça. Vous avez vu, vous, les centres-villes se désertifier. Vos collègues buralistes un peu partout en France, ils vous en parlent? Sur Marseille, par exemple, c'est vrai que vous avez la Chambre du commerce qui fait des pieds et des mains pour essayer de revitaliser le centre-ville. Hein. On a eu avec le syndicat plusieurs réunions justement avec la CCI pour essayer de redynamiser le centre-ville qui a été détruit. Maintenant, sur Aubagne, c'est pareil. C'est un peu, les 3/4 des commerces qu'on connaissait ont disparu. Il reste plus grand-chose. Alors, le sujet de la désertification des centres-villes fait réagir au 0800 26 300 300. Bonsoir Paul. Bonsoir Philippe, bonsoir aux invités. Alors vous êtes d'accord avec nos invités? Tout à fait. On voit énormément de boutiques fermées. Et on voit que les boutiques, ceux qui ont eu les moyens, qui n'ont pas trop attendu, qui avaient gardé un peu de trésorerie, ils ont pu se déplacer dans les zones commerciales dans les zones marchandes autour des grands centres commerciaux. Oui. Mais en règle générale, ça a fermé parce que on ne peut pas y accéder en voiture. Donc c'est très compliqué. Il faut se garer très loin et donc il faut marcher, prendre un bus ou autre. Les bus ne sont pas, c'est pas forcément assez maillé, donc ça pose des problèmes. Et ensuite, les coûts des loyers en centre-ville. Donc les commerçants n'ont pas eu d'autre choix que ou se déplacer ou de fermer. Et on le voit. Et puis c'est dommage parce qu'on voit que les boutiques ne sont pas reprises. Les boutiques fermées, vous en avez dans toutes les villes. Et là, aujourd'hui, on entend parler de plans de revitalisation et autres. Ville moyenne, La Ciotat, c'est 40 et quelques mille habitants, mais dans des villes de 10 000 habitants aussi, ou même de 5 000. Hein.
Voilà, moi je suis au Tégaron, donc à Gent, Tonnes et autres. On voit énormément de boutiques fermées et c'est pas prêt de s'arrêter parce que c'est une volonté politique. À un moment donné, le maire il dit bon, mais on va aller faire des zones pour que les gens puissent se garer pour aller dans les boutiques, pour aller manger au restaurant, pour faire ci, pour faire là. Et là aujourd'hui, vous pouvez vous garer, c'est gratuit, c'est tout, c'est dans les supermarchés. Donc on a déplacé les gens. Les supermarchés se font la guerre entre eux, ils font toujours les prix les plus bas, ils crèvent tous les fournisseurs. Et à un moment donné, c'est sans fin, quoi. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs quand on parlait d'Alinéa, c'est le commerce en ligne où on peut acheter tout et n'importe quoi venu de n'importe quel pays avec des normes qui ne sont même pas aux normes et qui posent quand même question. Est-ce que là il faudrait pas plus réglementer, Jean-Pierre, comme vous avez parlé de la désertification des centres-villes? Moi je pense que pour les grandes surfaces et les hypermarchés, il y a un problème de modèle économique aujourd'hui. On n'est plus, on n'est plus dans le simplement dans le fait de pouvoir bien se garer, on est dans le fait de celui qui achète sans se déplacer. Et les commerces de proximité, par contre, la devise, c'est qu'on va chez le commerçant de proximité. Et c'est là qu'on a besoin de se garer et de se déplacer facilement et d'être, je dirais, avec un accès facilité. Voilà, je sépare les deux sujets. Et pour moi, ils sont complètement différents. Ah, c'est complètement différent, mais c'est quand même un problème aussi d'urbanisme et c'est aussi un problème, je crois, de société. Parce que désolé, moi j'aime bien connaître mon commerçant. Quand je vais acheter la baguette, lui demander combien il va. Tiens, aujourd'hui une bien cuite, parce qu'on a un ami qui vient qui me le pain bien cuit. Je pense que ça, c'est quand même un sujet de société, en plus d'être un sujet économique. Je suis entièrement d'accord. J'ai des amis proches qui pourtant ont des moyens, peuvent se déplacer et ont parfois des stationnements et qui achètent. Parfois, ils vont voir dans les boutiques les modèles pour les commander par la suite sur internet. Je leur réponds, je leur dis mais faut savoir ce que tu veux. Tu veux des commerçants de proximité ou tu veux que tout le monde meure? Oui, ça c'est un vrai sujet. Faut savoir ce que tu veux. Ça c'est un vrai faut sujet. Choisir. C'est un vrai sujet. Mais la schizophrénie, c'est parce que c'est un peu de la schizophrénie quand même, pose un peu problème, mais on l'est tous peut-être un petit peu quelque part. Allez, on est en direct d'Aubagne depuis le tabac du Pain Vert, 19 avenue Roger Salingros. Vous voulez réagir comme Paul pour les prochains sujets? Le 0826 300 300, on se retrouve tout de suite. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. En direct d'Aubagne, nous sommes au bar du Pain Vert. C'est le quartier du Pain Vert d'ailleurs. 19 avenue Roger Salingros. Merci à Frédéric Porcher de nous accueillir. Et nous avons avec nous Jacques, Johan et également Jean-Pierre. Jean-Pierre voulait parler de la désertification des centres-villes. Jacques, vous êtes un ancien Marseillais, on peut dire qu'il y a quelques années que vous y êtes. Et vous voulez parler... Mais la jeunesse n'est pas un tâche, c'est un état d'esprit. C'est pas de moi. Hein. Et vous voulez parler, vous, des caméras de vidéosurveillance et du rôle des polices municipales un peu partout en France. Mais oui, à quelques jours de ces élections, tout le monde présente comme une panacée l'augmentation des caméras et plus d'agents municipaux. Ok, alors on recrute des agents municipaux, on en recrute... Des policiers municipaux. Oui, des policiers municipaux, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Donc il serait peut-être judicieux de se dire, est-ce qu'il y a plus de délits la nuit que le jour? Et est-ce qu'il y a des zones qui craignent plus que d'autres? Bon, moi qui vais souvent à Paris et à Lyon, le soir je rentre à pied parce que c'est très bon de marcher à mon âge. À tout âge. Hein. À tout âge. Philippe est en train de me déculpabiliser. Et avec 5 fruits et légumes par jour, c'est parfait. Donc j'emprunte le boulevard du Gommier, le boulevard d'Athènes, les allées Léon Gambetta, et ce sont des endroits qui craignent le plus. J'ai jamais croisé un policier municipal, jamais. À 10h ou 11h du soir à la nuit tombée? Jamais, j'en ai jamais vu un. Voilà, donc alors c'est bien de les recruter, mais il faudrait savoir ce qu'on en fait, où on les met. Se donner des moyens, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de ces moyens? Idem pour les caméras. Je reconnais que parfois elles permettent de d'élucider des enquêtes. Bon, quand elles sont placées en face des fenêtres des gens, je suis moins d'accord, parce que vous ouvrez vos volets, il y a la caméra qui est en face, c'est super pour l'intimité. Voilà. Donc, utilisons nos outils judicieusement. Ah ben, vrai sujet. Johan, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la même analyse, vous, le rôle de la police municipale qui vient quelque part en complément de la police nationale et de la gendarmerie, parce que rappelons qu'on a supprimé beaucoup de postes dans la police et la gendarmerie il y a quelques années. Alors on a réembauché depuis, mais il y a une question qui se pose. Oui, il y a une vraie question. Il y a une vraie question aussi de la compétence de la police municipale dans la ville, qui est donnée effectivement par la mairie. Et effectivement, la bonne question, mais
Et quoi, la municipale, je la considère un peu comme la nationale, c'est-à-dire que moi j'ai jamais trop fait la différence entre les deux. Enfin, dans mon approche en tout cas de l'agent du policier, qu'il soit municipal ou national, je le considère comme un policier et je me pose pas la question. Par contre, il est vrai que eux, en tant qu'agents, que les policiers municipaux en tant qu'agents, ont un périmètre d'action qui est relativement restreint, qui est déterminé aussi par la mairie. Ils ont des moyens d'action aussi qui ne sont pas les mêmes, mais comme mon cher collègue, je n'ai jamais été non plus contrôlé par les municipaux. C'est un vrai sujet et c'est vrai qu'on se pose des fois la question, ok, ils sont là, il faut un peu de contrôle d'identité, ils passent, on l'a dit tout à l'heure, des fois sur les marchés où il y a de la menthe à la sauvette, bon ben ils passent et ils ferment les yeux. C'est une vraie problématique. Ouais. Frédéric Pourchier, c'est un plus les caméras de vidéosurveillance quand on est commerçant comme vous et la police municipale qui passe? C'est un plus, c'est pas une panacée. Mais c'est un plus, c'est sûr. Après, maintenant, comme il disait, tout dépend en fait, tout dépend. Pour ce qui est de la municipale, ça dépend aussi énormément des maires. Donc la municipale en général applique ce que demande le maire. Si le maire demande de rien faire ou de rien voir, ben, les types ils passent la noaille, ils voient rien. Voilà. Mais je pense que c'est plutôt plus des consignes qu'ils ont que pour voir nous, ça nous arrive assez souvent de discuter justement avec des municipaux ou avec de la police nationale. Moi je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de policiers nationaux dans les vraies voies en particulier, sur Sud Radio en général, où ils nous disent, nous on en a marre, on arrête des gens 50 fois, ils sont libres le lendemain, voire le jour même. Voilà, il y a un gros souci au niveau de la justice. Jean-Pierre, c'est ce que vous pensez, vous aussi, le problème il vient plus de la justice que des caméras de vidéosurveillance ou de... Alors il y a 2 points, il y a des caméras bien sûr, et puis il y a des personnes suffisamment nombreuses pour regarder les images. Oui. Première analyse et troisième chose, qui procède aux arrestations. Donc policiers municipaux ou nationaux, les compétences sont pas tout à fait les mêmes, mais ou gendarmes lorsqu'on est pas dans les centres-villes effectivement. La réponse elle y est, comme vous venez de le dire, Philippe. La réponse judiciaire, j'ai bien l'impression que dans bien des cas, on l'attend. Et on l'attend depuis un moment. Oui. On l'attend avec fermeté, efficacité. Et la réponse, pour l'instant, n'est pas à la hauteur. Johan, et on repart au 0826 300 300. Juste sur la partie des caméras, les caméras de surveillance ne sont pas consultables directement, c'est sur ordonnance d'un juge. Oui. Donc, s'il y a eu un crime ou un délit. S'il y a eu un crime ou un délit. Donc elles peuvent avoir un effet dissuasif. Et encore, bon, maintenant, c'est de moins en moins le cas. Mais c'est surtout qu'après l'accès à l'enregistrement, si effectivement il y a crime ou délit qui a été manifeste et montré, prouvé, etc., que la plainte a été à donner suite, etc. aussi, hein, si elle a bien été reçue et qui donne naissance à une ordonnance d'un juge. Oui, parce que si elle est classée sans suite, c'est... Si elle est classée sans suite, il n'y a personne qui verra les enregistrements, hein, caméra ça. Ou pas caméra. Alors, ça réagit. Vous voulez réagir parce qu'on repart au 0826 300 300, Jean-Pierre. Juste une petite incise. On a quand même vu récemment à Lyon que les caméras de surveillance, ça sert. Quoi. Oui, ça c'est clair. Ça peut permettre d'avoir des preuves. Allez, direction le 0826 300 300. Le débat fait réagir. Et c'est amusant. On a un policier municipal qui nous appelle. Bonsoir Achour. Bonsoir messieurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que disent nos vraies voix, nos citoyens qui sont venus parler ce soir au micro des vraies voix font parler la France sur Sud Radio? Vous faites la même analyse, vous, grosso modo? Dans l'ensemble, oui et non. Je viens d'arriver parce que on m'a proposé d'intervenir à l'antenne, donc j'ai abordé le sujet un peu depuis à peine 5 minutes, on va dire. Maintenant, j'entends des choses concrètes, des choses vraies et des choses qui sont un peu, on va pas dire fausses, mais oui, c'est vrai que de nos jours, il y a des personnes qui voient la police municipale différente de la police nationale, comme le monsieur là qui vient d'intervenir, qui disait qu'il ne fait pas la différence. Maintenant, le sujet lié à l'utilisation de la vidéosurveillance, il y a 2 types de vidéosurveillance. Il y a celle qui enregistre simplement, voilà. Et souvent sous réquisition, selon des faits, un officier de police judiciaire nous appelle pour savoir si on a des caméras à tel endroit. D'accord ? À partir de là, on peut leur dire oui à tel endroit et puis ils peuvent consulter les images. Et après, il y a bien sûr, comme dans des grandes villes, parce qu'il faut savoir que la police municipale est la première force, police d'intervention dans une ville, parce que la nationale doit s'occuper
ils ont de moins en moins de patrouilles et s'occuper de plusieurs villes en même temps. Et quand on a une police municipale qui est équipée de vidéosurveillance et qui en plus a des agents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un visionnage instantané permettant de pouvoir identifier et intervenir immédiatement sur un flagrant délit, par exemple. Là, j'entendais justement que, par exemple, dans un marché, ils voyaient des gens une personne, un individu qui voyait quelque chose, les agents voyaient laisser partir. Alors, laisser partir, oui ou non, tout dépend exactement des types d'effectifs. Est-ce qu'ils sont armés? Ils ne sont pas armés? Est-ce qu'ils ont ordre d'intervenir ou ne pas intervenir selon les circonstances? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut dire les choses. Il faut poser la question. Pas le monsieur, comme il vient de dire, ils en ont rien à foutre et ils ont vu un mec partir et puis on laisse partir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'ils en avaient rien à foutre. Ils disent qu'en fait, il répondait aux ordres. Hein. C'est ce que vous pensez aussi, Achour. Hein. Achour. Juste avant, il a vu un individu voler, partir. La police municipale a laissé regarder, faire comme si que rien n'était. Et après, il y a les ordres qui sont donnés par le maire qui dit non, je ne veux pas que vous preniez de risques selon l'effectif, selon les types d'individus, parce qu'on sait de nos jours, selon les moyens de la police municipale, parce qu'il y a les prérogatives et les moyens, c'est ça qu'il faut faire la différence. Les prérogatives, c'est ce que peut faire un policier municipal par rapport à la nationale qui, elle peut majoritairement tout faire, et ce qu'elle ne peut pas faire, c'est-à-dire dans le cadre du contrôle d'identité ou du relevé d'identité, selon si c'est du contraventionnel ou du délictuel. Et par exemple, quelque chose qui n'est pas logique, c'est par exemple la consommation de drogue. C'est du contraventionnel, mais le policier municipal ne peut pas verbaliser par rapport au contraventionnel, ce qui est totalement ridicule. Il se doit de contacter un officier de police judiciaire et voir exactement si on le maintient sur place. On le maintient sur place et ils viennent et puis c'est eux qui procèdent à la verbalisation. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui arrivent à un moment. Je pense qu'on se dirigera en termes de prérogatives presque comme le national. Achour, restez avec nous. Jacques, c'est vous qui avez décidé de parler des problèmes de police municipale et de vidéosurveillance. Mais quand on entend que quelqu'un qui se fait poisser à se faire un rail de coke dans la rue, si le policier municipal le voit, il peut rien faire parce qu'il doit aller avoir un officier de police judiciaire. Et on parle souvent du millefeuille administratif. Est-ce que le millefeuille de l'état de droit face à la délinquance et à la criminalité, faudrait pas aussi un peu lui faire un choc de simplification, comme disait François Hollande? Bonsoir Achour. Il n'est pas question bien sûr de faire porter à la police municipale tous les maux de la terre. Simplement... Prenez mon micro. Allez-y. Parce qu'il y a un petit problème de contact dans celui-là. Allô ? Oui, allez-y. Bonsoir Achour, je reprends. Donc il n'est pas question de faire porter à la police municipale tous les maux de la terre. Simplement, je regrettais, avant que vous soyez à l'antenne, je regrettais qu'on augmente le nombre de... Enfin, je regrettais pas qu'on augmente. J'étais content qu'on augmente le nombre de policiers municipaux, mais je pense qu'ils sont mal utilisés. Je disais à Philippe, à côté de moi, tout le monde sait qu'à Marseille, il y a des zones qui craignent, et tout le monde sait qu'il y a plus de délits la nuit que le jour. Et ça dans toute la France. Hein. Et ça dans toute la France. Et moi qui rentre souvent de Lyon et de Paris, j'emprunte je marche un petit peu parce que c'est très bon. Et ben j'ai jamais croisé dans les zones un peu délicates, un peu difficiles, un peu risquées, j'ai jamais croisé un policier municipal. Alors il n'est pas question de vous faire prendre des risques que vous ne devez pas prendre, mais ça pourrait avoir une force dissuasive. Et on parle beaucoup de police municipale. Est-ce qu'elle est trop occupée à mettre des prunes aux automobilistes ou à d'autres fonctions? Je sais pas, mais on n'en voit pas dans les endroits dangereux, on n'en voit pas la nuit. Johan veut réagir aussi, je crois. Allez-y, répondez à Achour. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, Achour. Oui, alors là, vous vous posez la question. En fait, il y a des communes, par exemple, où le maire, parce que là, en fait, vous parlez de la décision du maire concernant l'utilisation de sa police municipale, dans quel cas elle peut intervenir ou pas. Vous êtes arrivé dans des villes où il y a des lieux qui sont nuisibles, liés à du trafic de drogue, à du squat, à tout genre, toutes sortes de choses qui peuvent troubler la tranquillité et l'ordre public. D'accord. Maintenant, il y a des polices municipales, croyez-le, comme des grandes villes. Vous prenez, j'imagine, Montpellier, Nice, Évry-Courcouronnes, tout ça, qui eux sont énormément équipés. Et s'ils doivent intervenir, vous inquiétez pas, ils interviendront, quelle que soit la situation. Maintenant, je l'entends, selon les moyens, selon la capacité, selon la politique du maire, évidemment, il utilise sa police municipale qui dit « je préfère que vous fassiez que du code de la route, que de la salubrité publique, que des points écoles, que de la prévention, que de chercher à vous aventurer dans des lieux qui
moi je ne veux pas prendre la responsabilité, par exemple, s'il arrive quelque chose. Parce que, et d'ailleurs c'est pourquoi il y a beaucoup de maires qui refusent d'armer leur police municipale, parce que déjà à partir du moment que c'est de la décision du maire, on sait très bien que de nos jours le cas de la légitime défense. Achour, parce qu'il y a Johan et Jean-Pierre qui veulent réagir brièvement, parce qu'on doit faire une pause. Bonsoir Achour, merci pour votre intervention. Vous m'apprenez des choses quant au fonctionnement de la police. Juste, si vous permettez, j'ai une petite question. Vous qui êtes justement de policier vous-même, lorsque vous voyez qu'il y a des... Je pense qu'on est policier par vocation. Lorsque vous-même vous êtes témoin peut-être d'un événement délictuel ou contraventionnel et que justement vous avez cette... que vous êtes bridé en fait au final dans vos fonctions, est-ce que quelque part ça vous incite pas non plus à peut-être aller à essayer d'aller au-delà ou en tout cas peut-être d'aller sur des positions peut-être j'allais dire pardon peut-être de monter sur de la police nationale ou en tout cas d'essayer de faire bouger les choses à votre niveau. Et on va faire réagir très vite également Jean-Pierre avant de donner la parole, mais très court à Achour. Jean-Pierre. Achour, j'ai l'impression d'entendre quelque chose que vous ne dites pas, alors dites-moi si je me trompe ou pas. Est-ce que par hasard vous n'êtes pas en train de parler de la peur ou de l'angoisse de la bavure? Alors, Achour, vous pouvez répondre à nos deux auditeurs. Par rapport au fait qu'on n'intervient pas sur ordre du maire, par exemple. Tout dépend exactement le type de la situation qui se présente. Parce que là, on peut parler à la fois de discernement. C'est-à-dire, est-ce que selon l'effectif, l'équipage ou ce que demande le maire, si il dit, moi je ne veux pas que vous intervenez dans ces cas-là, faites le 17 parce que voilà, il juge que sa police municipale, il ne veut pas l'utiliser pour ça, ou même, j'ai même envie de dire, selon les agents, parce qu'il y a aussi les agents sur le terrain qui, selon l'appel et selon la situation, et surtout, moi par exemple, je travaille dans une petite commune où on est 4 agents, 3 municipaux et un ASVP. On n'est pas armés. Selon la situation, et on a une grosse communauté de gens du voyage, selon la situation, on sait exactement selon l'appel, c'est là-bas qu'il faut intervenir. Bon, on appelle le maire il nous dit vous n'intervenez pas, vous appelez déjà le commissariat pour vous envoyer une patrouille en renfort. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on connaît les risques et on sait très bien on pourrait répondre, mais on ne va pas prendre de risques. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la peur par rapport au cas de la légitime défense, je pense que même la nationale, il faut dire les choses. Limite, elle doit se dire maintenant, quand il y a une situation, se dire mince, elle doit réfléchir en un certain temps, une certaine fraction de seconde, est-ce que je sors mon arme, est-ce que je pars faire mon arme? Les policiers n'osent même plus aller de l'avant. Je prends un exemple bête que j'ai observé une fois, dans la ville où que j'habite, il y avait un groupe de jeunes dans un petit parking d'école fermée, avec juste un portail qui l'ouvre, donc c'est une enclave, et il y avait un groupe de jeunes qui faisait un barbecue, d'accord, qui faisait un barbecue et qui écoutait de la musique. Donc c'était... On a un problème de liaison. A priori, la ligne avec Achour a sauté. A priori, ça arrive dans les lignes téléphoniques. Vous êtes bien dans Les Vraies Voix font parler la France. On se retrouve dans quelques instants en direct du tabac Le Pain Vert à Aubagne pour la dernière ligne droite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Retour des Vraies Voix font parler la France pour la dernière ligne droite en direct d'Aubagne au tabac du Pain Vert, 19 avenue Roger Salingro à Aubagne. Très jolie ville, on est très bien accueillis par le patron du tabac, Frédéric Pourchier. On est avec Jean-Pierre, avec Jacques, avec Johan. Et Johan, vous êtes un jeune papa. Eh oui, j'ai cette chance. Félicitations. Merci. Et vous voulez parler, vous, des problèmes d'accueil des enfants, donc des crèches. Bah oui, là, c'est un problème. Les crèches, c'est logique ici, comme c'est la ville des Santons. Exactement. En plus, c'est vrai. Alors c'est un problème qu'on a souvent en décembre d'ailleurs. Non, c'est une vraie problématique, l'accueil des enfants en crèche. Alors c'est bien parce que je m'inscris dans la politique de renataliser la France, comme ça. Ah oui. Oui, il y avait une formule qui a fait fleurir à peu près quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est une problématique que rencontrent beaucoup de parents et de jeunes parents. On arrive vers les 2-3 ans de l'enfant, on essaie, même avant, on essaie de le placer en crèche parce que il faut aller travailler aussi. Et on se retrouve soit devant des listes d'attente interminables, des fois qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance. C'est-à-dire qu'ils rentrent en crèche à l'âge du CP. Voilà, on n'est pas loin.
On peut être aussi confronté des fois aussi à des établissements qui ferment suite à une gestion malencontreuse, ou alors l'absence. Parce qu'il n'y a plus assez d'enfants. Ou alors parce qu'il n'y a plus assez d'enfants et donc on est obligé aussi de réduire. Ou alors tout simplement l'absence. Il y a des coins, même dans le sud, où effectivement vous avez des petites villes ou des villages où il y a... J'ai retrouvé la formule, le réarmement démographique. C'est ça. Ça y est, ça m'est revenu. Bravo. En temps de guerre en plus, c'est plutôt... Oui. C'est plutôt... Donc voilà, c'est un vrai sujet sur lequel j'aimerais que les mairies s'en emparent globalement sur l'accueil des plus faibles, parce que ça touche aussi nos aînés. Moi je suis plutôt concerné par nos jeunes, et c'est un vrai sujet auquel aussi on doit faire face avant même de pouvoir penser à avoir un enfant, à se dire où est-ce que je vais pouvoir le mettre en crèche. Ça commence à devenir problématique. Est-ce que ça c'est pas un vrai sujet, Jean-Pierre? Vous avez eu des bambins, vous ou pas? Vous avez eu des problèmes pour les mettre en crèche? J'en ai eu 2, mais effectivement le plus grand a 27 ans, mais je me rappelle quand même, malgré ce grand âge, que lorsque j'ai voulu l'inscrire en crèche juste après sa naissance, on m'a dit mais il fallait venir il y a 1 an. Et j'ai osé dire mais je savais pas quel soir j'allais le faire. Donc ils avaient beaucoup rigolé, mais c'était un peu ça déjà à l'époque. Il y a des crèches privées qui coûtent excessivement cher, et il y a des systèmes d'assistance maternelle à domicile, mais qui là aussi sont assez difficiles à toucher et à avoir. Ça coûte horriblement cher tout ça, donc ça incite pas non plus à faire des enfants au réarmement comme dit Macron à propos de tout le sujet. Mais la réalité de cette question devrait être au centre des campagnes municipales. Ça c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez eu des enfants qui sont grands, pas grands? Oui, pareil, en tant que commerçant, les heures on les fait. J'ai pas eu le souci de crèche parce que j'ai eu la chance de pouvoir m'arranger. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs les plaintes de beaucoup de clientes. C'est très dur quand on travaille d'avoir une place en crèche ou d'obtenir. Donc à la limite, il y a des fois, il vaut même mieux. Malheureusement, on pousse les gens à arrêter de travailler plutôt que pour garder leurs enfants, quoi. Ça, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est vraiment un gros problème là-dessus. Jacques, il y a un sujet dont vous voudriez parler. Je sais pas, par exemple, il y a un sujet qui vous intéresserait, dont on n'a pas encore parlé. Il nous reste à peine 5 minutes. Pour rebondir sur les crèches, mon collègue va être rassuré parce que tous les candidats proposent de construire des crèches, des écoles, Oui. C'est le bonheur dans quelques jours. Hein. Alors, n'oublions pas qu'on va voter sur des promesses. Oui. Alors, les plus clivantes seront dans la plupart des cas réalisées. Celles qui font consensus traîneront un peu la patte. D'accord, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré sujet parce que les maires, faut-il le rappeler, ils s'occupent de la vie de tout le monde, du tout petit âge, c'est-à-dire les crèches, jusqu'au 3e âge, parce que c'est souvent eux qui s'occupent notamment de nos aînés, non ? Jean-Pierre veut réagir. La mairie et toutes les municipalités ont en charge la petite enfance. Absolument. Donc les crèches, mais aussi... Plus les maternelles, les écoles primaires. Plus les écoles primaires. Donc c'est un secteur à part entière dans les villes. C'est souvent, au niveau des agents municipaux, un des premiers postes de dépenses avec l'hospitalisation. Et par rapport à ça, il n'y a jamais assez d'argent. Et le vrai sujet aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à acheter des locaux, à les mettre aux normes, ça coûte cher, et à se dire que j'investis non pas pour mon mandat, mais pour celui qui viendra après. Parce que ça va prendre le temps de voter les budgets, de lancer les appels d'offres, ça va prendre un mandat. Ça va prendre 10 ans, donc c'est pas très vendeur. Frédéric Pourchier. Là-dessus, écoute, j'ai un bon exemple. On est à côté de Gémenos. Oui. Ça fait des années qu'il y a le même maire. Ça fait des années qu'il est élu parce qu'il fait des choses bien. Voilà. Alors ça, vous défendez le maire de Gémenos, grand bien lui fasse, mais faut pas parler des municipales dans les villes spécifiques. Pardon. Mais les choses sont longues, mais c'est vrai que les maires qui font quand même l'effort pour la population se trouvent beaucoup plus revalorisés. Mais vous attendez... Oui, vous voulez réagir, Johan? Parce que vous êtes en galère pour trouver une place de crèche, c'est ça, pour votre petite fille? Non, on s'est débrouillé avec la maman, mais effectivement, la maman s'est arrêtée de travailler pour pouvoir s'occuper de ma petite... Ah oui, donc là, c'est quand même assez radical. Donc là, c'était assez... Et parce que on a eu aussi la chance de pouvoir le faire, soyons clairs. En revanche, il y a une chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans les choses rapides à faire, il y a aussi un déficit de confiance des parents par rapport aux crèches. Quand on voit notamment les récents événements, que ce soit liés à des EHPAD, en tout cas à tout ce qui est centre de collectivité, et dans les choses qui peuvent être juste rapidement faites et sans avoir forcément des budgets faramineux,
ce serait déjà de s'assurer, de certifier que les crèches dans lesquelles nos enfants sont respectent certaines normes qualité, que les enfants sont bien traités, qu'on a suffisamment de personnel engagé. Qu'ils y mangent bien. Qu'ils y mangent bien. Parce que ça, qu'ils mangent du produit local. Une bonne bouillabaisse, ça passe. Ouais, enfin, la bouillabaisse avant qu'ils aient des dents, c'est un peu compliqué. Non, c'est la soupe. Oui, mais il y a des morceaux de poisson dedans. Je pense qu'ils viennent d'inventer le concept de bouillabaisse dans le biberon. Voilà. Le bibi bouillabaisse. Le bibi yabaisse, c'est pas mal. La bouillabaisse dans le bibi, c'est parfait. Je vais te déposer la marque. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça, concrètes, qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de budget, mais qui peuvent déjà redonner un élan de confiance par rapport à ces établissements-là. Jacques, un mot. C'est vrai que le maire, c'est quand même ce qui est marrant, parce que les Français ont les deux élections où on vote le plus en général, c'est les municipales et la présidentielle. L'un, c'est celui qui s'occupe des trous dans les trottoirs, et l'autre, c'est le successeur des rois de France qui a le bouton nucléaire. Et je me dis que c'est quand même assez intéressant de constater ça, non ? Vous venez de dire sous une certaine forme que les maires n'ont pas beaucoup de pouvoir finalement. Ils en ont un petit peu. Bon. Les trottoirs, c'est important parce que si on se tord le pied, ça peut faire très mal. Ouais. Et donc, ils peuvent construire des logements, ils peuvent construire des écoles, et ils ont une petite marge de manœuvre. Tout ce qui est le sport aussi, la culture, les médiathèques, les cours de tennis, les gymnases, etc. Et la culture, on n'a pas parlé de pauvreté, mais la pauvreté est très liée à la délinquance, hélas. Ça ne veut pas dire parce qu'on est pauvre qu'on va être délinquant. Mais les statistiques disent qu'il y a plus de délinquance quand il y a de la pauvreté. Donc chaque fois qu'un maire fait quelque chose pour la culture, pour l'instruction, et quand il peut apporter une aide aux plus démunis, dans une certaine forme, il lutte contre l'insécurité et contre la délinquance. Jean-Pierre, un mot, veut réagir ? Juste un mot par rapport au maire dont Jacques parlait tout à l'heure. Il a eu la chance d'avoir le temps long. Il en est à son 6e ou 7e mandat, je ne sais pas. Donc lui, il peut faire des promesses sur 10 ans et a priori, il aura le temps d'en profiter électoralement. C'est pas toujours le cas et c'est assez bloquant. Les maires ont effectivement aussi les permis de construire. Oui. Et ces permis de construire, dans une ville comme Marseille, il faut savoir que ça a été centralisé avec un pôle de décision qui n'est plus à Marseille. Alors, ça se prend parce qu'après, les lois d'urbanisme sont très complexes. Attention. On va donner le mot de la fin à notre hôte, Frédéric Pourchier. Merci. Bon moment que le passage de Sud Radio dans votre tabac. Merci à Sud Radio d'être passé, de s'occuper justement des gens. Eh bien écoutez, nous ne font pas les autres. Sur Sud Radio, on vient donner la parole aux Français et ça a été un plaisir de passer ces 3 heures en votre compagnie et 7 heures. Les vraies voix font parler la France. Là, on a fait du téléphone, mais on a fait du réel, du direct. Et demain soir, nous serons à Téhéran, dans la banlieue de Montpellier. Mercredi, nous serons à Toulouse. Jeudi, à Foulayron, à côté d'Agen. Et vendredi, à Bordeaux. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. On vous laisse tout de suite avec François-Louis Bourneau, avec Magali Berda et son équipe. À demain, 17h, sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.